C'est grâce au soutien des partenaires que nous avons pu organiser cet événement et également grâce au soutien des interprètes. Je vais commencer avec nos différents modérateurs qui sont Carlos et Alexis. Cette session est importante et je vais passer la parole à Alexis. Bonjour Carlos, je vais très bien et je suis heureuse d'être ici et d'apprendre sur l'adaptation. Je m'appelle Alexis McGiven et je travaille dans le groupe de recherche à l'Université d'Oxford. Nous travaillons pour nous assurer que les gens comprennent ce à quoi renvoie le climat. Cette session est interprétée et vous avez la possibilité d'écouter l'interprétation dans vos différentes langues, c'est-à-dire en espagnol, en anglais. Et si vous écoutez à partir de la chaîne YouTube, vous aurez également l'interprétation. Nous avons déjà perdu quelques minutes. Nous allons mettre l'emphase sur nos règles d'engagement qui sont le respect pour s'assurer que nous respections tout le monde et euh, comment est-ce que nous devons écrire dans la boîte à dialogue, respecter notre langage, avoir un langage respectif, respecter le principe de l'inclusivité et autres. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Nous allons présenter notre ordre du jour. Nous avons Joyce Mendez qui va nous présenter un témoignage. Nous avons Dr. Chukwu Umariji qui va également nous présenter, qui va également nous faire une présentation. Je vais par la suite vous présenter notre site et également le code d'utilisation et cela vous permettra d'avoir des informations relatives au changement climatique. Avec les politiques climatiques et autres, nous, nous sommes très curieux de savoir ce qui va se passer lors de cette session. Jetons un coup d'œil aux différentes réponses que nous avons pu avoir à la question de savoir quelle est la pièce, quelle est cette partie des informations de qu'est-ce qui se passe dans votre pays présentement en ce qui concerne le climat. Vous pouvez, ce serait bien de préciser d'où est-ce que vous écrivez. Nous avons des réponses telles que la sécheresse, les incendies au Canada, pardonnez-moi, je n'étais pas au courant de cela. Il y a des inondations en Italie. Nous avons des Italiens qui sont ici. Nous avons des élections en Espagne. Nous avons également des inondations. Nous avons beaucoup pas fait, comme pouvons le voir. Nous avons l'érosion costale dans les îles Canaries, les crises en eau, la rareté des ressources en eau. J'ai l'impression que la bande déroule vite. Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup pour ces informations que nous allons encore regarder plus tard. Merci beaucoup.
La première chose, nous allons, nous allons parler des termes, des questions d'adaptation, de l'adaptation transformatrice, et nous allons également essayer de démystifier certains termes tels que le bilan global. Nous allons également parler de l'adaptation dans le contexte de la Convention cadre des Nations unies et de l'accord de Paris. Nous allons également essayer de définir certains termes et présenter certains points qui doivent être passés en revue avant la COP 28. Nous allons également parler des plans d'adaptation nationaux et à la fin, nous allons parler du financement de l'adaptation. Nous avons cette fiche de présence. Nous allons la partager dans la boîte à dialogue Zoom et dans la boîte à dialogue YouTube. Si vous voulez regarder l'enregistrement pour certaines personnes qui ont des contraintes de temps, cette session est enregistrée et vous avez une semaine pour regarder cet enregistrement et soumettre votre liste de présence. Et juste un rappel, la semaine passée, certaines personnes ont rencontré des difficultés et n'ont pas pu rapidement avoir accès à l'interprétation. Nous comprenons cela. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Carlos, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Nous avons autant de contenu et beaucoup à apprendre aujourd'hui. Et nous allons passer la parole à Joyce. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en ce qui concerne le leadership des jeunes dans le domaine du climat? Joyce Mendez est un entrepreneur social et une conseillère générale des jeunes dans le domaine du climat. Elle travaille également avec le secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle travaille également avec le groupe qui travaille pour les ODD relatives au climat. Elle est également défenseuse des politiques climatiques au niveau national. Joyce Mendez, bienvenue. Je suis heureux de vous voir. Merci beaucoup pour cette introduction, pour cette présentation autant pour moi. Bonjour à tout le monde. Je suis Joyce Mendez. Je travaille au Paraguay. Je vais vous présenter un exemple que nous avons dans notre groupe de jeunes. S'il vous plaît, ma présentation. Ou alors, est-ce que je devrais partager mon écran? Permettez-moi de partager mon écran. Hier, nous avons eu des informations qui nous sont parvenues du Brésil et on a approuvé la politique qui parle des autochtones, de la possession des terres, de l'occupation des terres des autochtones et nous reconnaissons, nous avons reconnu ces territoires depuis 1900, les années 1900.
il y a quelque chose, des choses que nous pouvons faire au niveau local. Peut-être que vous allez passer à la prochaine diapo et voyez où est-ce que ces régions sont logées, sont situées. Lorsque nous parlons de l'adaptation au climat, nous devons prendre en compte les frontières. Nous nous sommes alors rendus compte qu'il n'y avait pas assez de données concernant l'adaptation au climat. Nous n'avions pas les données et les politiques. Alors, en Amérique latine, nous avons décidé de créer un observatoire et de s'engager dans l'éducation au climat et de l'adaptation. Et nous avons nommé notre groupe euh, en, en fonction de l'un de nos leaders. Nous travaillons principalement avec les migrants. Ce que nous allons proposer est qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chercheurs et les différentes manières que nous utilisons pour parler aux communautés. Nous avons créé cette organisation et nous parlons du fait d'avoir des différentes manières de parler de l'adaptation au climat. Notre principal problème dans la région, c'est la force atlantique qui est constituée de 76% de la population. Nous avons créé une approche appelée Encontres Caminos. Prochaine diapo, si vous plaît. Nous avons utilisé une méthode participative qui est une méthode sociale. Et les informations que nous recueillons à partir des expériences et des connaissances des personnes, c'est ces informations-là que nous utilisons et nous avons essayé de voir comment nous pourrons allier la forêt, les populations locales, ramener au niveau national. Ce que nous avons eu, c'est que nous avons utilisé cette carte et nous avons rassemblé les communautés pour avoir plus d'informations, pour savoir comment créer une politique publique pour la forêt nord-atlantique et atlantique. Il s'agit d'un processus de 2 ou de 3 ans. Et nous, pour cette initiative, nous nous focalisons au niveau national et international. Alors, de façon basique, nous avons, pour nos actions, travaillé avec les universités en fonction des différents cadres et nous avons eu des coopérations constituées des jeunes qui qui travaillaient à bras le corps pour recueillir des informations et pour que nous puissions mettre en place ces politiques. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je voudrais également mentionner que lors de ce processus, nous nous sommes rendus compte que nous pouvons établir des mécanismes pour communiquer avec les différents pays dans les questions climatiques urgentes, pour les questions climatiques urgentes, pardonnez-moi.
Cependant, l'éducation euh, ne s'arrête pas là et pour s'assurer de la durabilité, nous devons prendre en compte la politique environnementale de l'environnement local. Je vais vous partager un lien pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce dont je suis en train de parler. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, c'est en bref ce que je voulais partager avec vous et vous pouvez suivre notre organisation sur Instagram pour peut-être partager ce que vous avez avec nous en ce qui concerne l'adaptation locale et cela permettra également d'apprendre des autres jeunes dans le monde en ce qui concerne les politiques et autres. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup pour cette brillante présentation et les activités que vous entreprenez dans votre communauté. Je vais présenter notre premier expert du jour. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Nous avons l'honneur et le privilège d'avoir une personne qui va nous présenter l'adaptation du point de vue des gouvernements. Elle est membre d'un organe d'adaptation et elle a également de l'expérience avec le gouvernement argentin en ce qui concerne l'adaptation au climat. Elle est également une étudiante en Argentine et elle travaille sur l'adaptation au climat, y compris plusieurs autres projets. Et elle travaille également au centre d'études à l'Université nationale de Rosario. Et elle travaille également dans plusieurs autres projets et nous sommes heureux de la voir ici aujourd'hui. Sa présentation sera faite en espagnol, mais il y aura une interprétation effectuée en anglais. Merci beaucoup, Alex. Nous sommes heureux d'être ici avec vous et l'invitation à cette discussion est une grande opportunité pour moi de présenter les effets négatifs du changement climatique ainsi que de présenter les politiques. Et il y a deux aspects sur lesquels se base mon travail au niveau national dans les sciences sociales et également au niveau national. J'ai beaucoup travaillé, j'ai été impliquée dans plusieurs processus de prise de décision. Alors, j'aimerais partager certaines de mes expériences. La première, le premier sujet, autant pour moi, que j'aimerais présenter, c'est la reconnaissance de l'adaptation d'une perspective politique et nous allons nous focaliser sur la Convention 4 des Nations Unies. Lors de cette présentation, c'est le résultat de nos discussions d'un sujet qui a été marginalisé du point de vue politique. J'aimerais commencer ce genre de discussion en me focalisant sur la sécurité alimentaire et le développement économique. Je pense que ces deux points sont importants pour la réalisation de nos objectifs.
et des points que nous voyons dans l'accord de Paris. Nous pouvons voir ici des étapes clés. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de tout voir, mais c'est très important. La convention cadre. Et malheureusement, les objectifs ne sont pas toujours atteints en termes de d'atténuation. Nous discutons encore comment atteindre les objectifs politiques et pour prendre des décisions appropriées. Alors, cette diapo avait pour but de présenter les étapes clés en termes d'adaptation qui a été réalisée sous la Convention cadre des Nations unies, par exemple, la reconnaissance de la COP2, des instruments de rapport créés, un cadre pour la communication nationale. Je pense que cela présente un ensemble d'instruments que nous pouvons utiliser pour évaluer l'adaptation. Nous allons entrer plus dans les détails dans les prochaines minutes à venir. Je pense qu'il est également très important de mentionner d'une perspective nationale la création d'un premier accord lors de la COP 7 et également d'un NAPA, des NAPA, autant pour moi, dont prendre en compte également les pays en développement. Il s'agit d'une étape clé qui s'est transformée en la conférence de Cancun en 2010. Nous avons pu assister à la création d'un comité d'adaptation qui est un organe d'assistance technique qui assiste, si je peux me répéter, dans le processus d'adaptation. Il ne s'agit pas uniquement d'un document, mais d'un processus qui a été établi grâce à ce cadre. Le fonds vert a également été mis sur pied et cela s'est transformé, cela a culminé en un ensemble de directives. En outre, nous avons également le programme d'action de Nairobi qui joue un rôle crucial dans le domaine du renforcement des capacités et de l'action multisectorielle. Ce cadre nous a permis de colmater la brèche dans plusieurs secteurs. Peut-être avec cette diapo, euh, je vais vous donner un aperçu de l'accord de Paris et présenter les différentes idées qui avaient été prises en compte dans les différents articles. Nous pouvons avoir ici les objectifs, bien sûr. L'adaptation est le principal point de ces objectifs d'adaptation. Nous avons les NDC qui se trouvent dans l'article 3. Dans l'article 11, nous avons les moyens de la mise en œuvre et tout ceci rentre dans le cadre de l'accord de Paris et tout. Il faut également noter que tout cela est important. À Paris, nous avons discuté du besoin d'avoir un concept et de prendre en compte l'intégration dans toutes nos activités. Nous n'avons pas été à même de travailler d'un point de vue politique, mais nous avons pris en compte plusieurs pays. Mexique, le Mexique, par exemple, a également euh, intégré les politiques d'adaptation dans ses politiques. Alors, bien évidemment, il s'agit d'une étape historique qui a culminé en la COP que nous avons, aux différentes COP que nous avons aujourd'hui. Alors,
En ce qui concerne l'action, nous ne nous focalisons pas uniquement sur l'atténuation, mais également sur les moyens de mise en œuvre de la technologie, le numérique et plusieurs autres points dans l'accord de Paris. Nous pouvons également voir l'article numéro 7 qui est le point principal qui est entièrement dévoué à l'adaptation. Nous pouvons avoir autant d'informations sous cet article. Alors, le GTA a été établi avec les objectifs d'adaptation. Nous allons entrer dans les détails dans les prochaines minutes à venir. Et ça permet de mettre au sein de cet objectif les plans nationaux, surtout en particulier sur les nappes. Et ce processus de négociation a pris du temps, mais grâce aux communications de l'adaptation, des alliances significatives qu'il y a eu entre les nations, il y a eu plus de 50 communications qui ont permis de mettre en place un dialogue très intéressant. Et tous ces éléments qui ont permis d'évaluer toutes ces perspectives, l'adaptation, les nécessités d'adaptation des pays en développement, mais aussi ses priorités, la corrélation avec les objectifs de planification, et ensuite on voit tout ce qui venait juste avant. On voit ici tout ce qu'il y avait pour la mise en œuvre, les moyens de mise en œuvre, les mécanismes financiers, les mécanismes technologiques, et surtout un facteur de transparence qui était très important, qui fait partie des points 2 et 3. Et qui font partie des éléments des rapports au sein des cadres de transparence. Mais on voyait déjà qu'il y avait des retours d'experts, des suivis d'experts qui permettaient d'arriver à cette troisième étape de mise en œuvre. Donc on a vraiment cette idée de voir cette idée de l'adaptation au sein de cet accord. Donc cet objectif de renforcer la réponse mondiale à la crise climatique, que ce soit un objectif collectif et qui prenait en compte l'architecture des pays. Ici, lorsqu'il s'agit de suivre l'adaptation au sein du public, tout ceci est lié. La première chose qui est vraiment clé pour moi, c'est les cycles de politique d'adaptation. On voit que depuis longtemps, nous avons compris que les conventions ont fait énormément de progrès. Je vais retourner à la diapositive d'avant. Donc vous voyez que les pays et les pays ont mis en place des cycles politiques, surtout en ce qui concerne le suivi, l'évaluation, la planification, la mise en œuvre. Et on voit vraiment cette dynamique. Et parfois, ce cycle-là ne fait pas partie de toutes les conventions. Donc l'adaptation, nous nous rendons compte maintenant que ceci est en plein changement et c'est une très bonne nouvelle. Il est très important de le noter, de le reconnaître. Voici une image du rapport de l'UNEP
Et on voit qu'il y a eu des vrais progrès réalisés, puisque 84, on a vu une croissance de 84% par rapport à avant. Mais il faut noter qu'il y a quand même de grands écarts qui sont liés au fait que même s'il y a une grande communication sur l'adaptation de la part de tous les pays, il manque quand même un lien entre les sociétés et les engagements qui ont été pris. Il faut absolument financer les besoins des pays et cela se reflète également sur euh, ce rapport que l'on a sur le financement à l'adaptation climatique qui sont, qu'on peut trouver dans d'autres conventions. L'adaptation est donc toujours un petit peu en retard dans les objectifs. On voit quand même une augmentation du financement pour l'adaptation de 21%, de 21% à 28%, mais en dessous, on voit une régression en réalité. Il y a donc beaucoup d'outils qui nous permettent de voir qu'il y a plus d'outils qui nous donnent des données sur le financement. En ce qui concerne l'adaptation, il faut bien se rendre compte que tout n'est pas lié au financement, mais que les problèmes liés au manque de financement sont des vrais obstacles à la mise en œuvre de l'adaptation. On le voit ici dans les rapports qui nous disent que au minimum, il faudrait 5 à 10 fois plus de financements internationaux pour l'adaptation que ceux qui existent actuellement. Si on revient un petit peu sur cette dynamique, on retourne sur ce cycle de politique qui est vraiment clé. Je voulais vous rappeler que l'année prochaine, on va avoir un rapport, on a des rapports biennaux d'adaptation et de transparence. Et c'est très important pour ces rapports que ce cycle politique ait eu lieu. Et nous nous concentrons sur les documents qui sont disponibles, les communications nationales, communications d'adaptation, les rapports transparence biannuels, les plans nationaux d'adaptation, les stratégies à long terme par exemple. Tout cela doivent retourner à ce processus national d'adaptation qui permettent au pays de construire et de renforcer ces plans d'adaptation en utilisant les autres acteurs, en se basant sur le travail, en travaillant avec d'autres acteurs climatiques et en créant donc cette stratégie, en prenant des éléments qui existent et qui permettent de créer des communications plus claires, et ça nous permet de renforcer ces dynamiques de financement, de récupération de données pour créer des capacités.
Et il est très important que les pays continuent cette élaboration de documents parce que d'être en retard, c'est vraiment la pire chose qui pourrait arriver parce que les données dans ce cas ne seraient pas actualisées. Je vous ai mis ici un tableau pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut trouver dans ces rapports. Et vous voyez que tous ces éléments se retrouvent dans beaucoup de rapports. Il y a beaucoup de répétitions en réalité. Donc c'est quelque chose qui peut nous faire penser, bon, on parle déjà de cela dans tel rapport, on parle déjà de cela dans d'autres rapports. Parce que on peut se dire pourquoi est-ce on voudrait parler encore une fois de quelque chose qui existe déjà dans beaucoup de documents. À quoi cela sert? En réalité, cette articulation entre les documents eux-mêmes est très importante parce que cela crée vraiment une histoire et ça permet au pays de construire cette histoire au niveau national. Et pour s'assurer que tout ce que l'on note ici puisse se transformer en vraie opportunité pour le futur. Dans les cycles internationaux, un élément clé est l'équilibre mondial. On voit les éléments ici de mitigation, d'atténuation, d'adaptation, qui nous permettent de considérer les performances cette année. Nous sommes déjà en train de fermer ce cycle de considération des performances pour pouvoir comprendre et avoir les recommandations nécessaires pour la suite et voir quelles sont les ambitions internationales en ce qui concerne l'adaptation et l'action climatique. Donc dans ce processus de considération des performances, il y a une étape qui est très importante, qui sont les points que je vous montre ici. La reconnaissance des efforts d'adaptation des pays en développement, l'amélioration de la mise en œuvre de l'action de l'adaptation, la revue de l'efficacité de l'action de l'adaptation et la revue des progrès généraux qui ont été faits pour atteindre les objectifs mondiaux sur l'adaptation. Alors en ce qui concerne l'atténuation, nous avons des objectifs dont nous avons déjà parlé lors de l'accord de Paris, mais en ce qui concerne l'adaptation, nous avons encore beaucoup de doutes. Donc il faut réussir à comprendre ce qui va se passer grâce au groupe de résultats, par exemple, grâce au type de résultats qu'on va recevoir. Ça nous permet vraiment, cette étape, d'avoir un équilibre entre les résultats et les objectifs politiques. Il faut savoir que les processus de financement sont souvent en dehors des recherches sur l'adaptation, ce qui fait qu'il y a une vraie différence entre les besoins et le financement actuel. L'interprète s'excuse, le son de l'oratrice coupe. Il est aussi difficile de savoir le lien vraiment entre ces quatre objectifs parce que la revue, par exemple, des progrès généraux
sur l'adaptation, en réalité, sont assez difficiles à voir. Et ça nous donne en réalité très peu de temps pour pouvoir faire cette évaluation parce que la situation change euh, d'heure en heure. Et après tant de temps à travailler là-dessus, en réalité, le fait de ne pas avoir suffisamment de rapports là-dessus est assez inacceptable pour nous. Donc je vous rappelle ici les définitions des composantes des objectifs mondiaux d'adaptation que vous connaissez déjà, dont on a parlé dans l'accord de Paris, qui ont été définis dans l'accord de Paris, donc la capacité d'adaptation, la résilience, la vulnérabilité. Lors de du programme de l'objectif global d'adaptation entre la COP26 et la COP28, on a vraiment parlé des opportunités, des défis de l'objectif global d'adaptation. Qui nous permettent de voir des objectifs définis, des logiques pour pouvoir travailler. Donc, comme je le disais, dans ce programme entre la COP26 et la COP28, on a donc 2 ans, on a eu des ateliers sur la gouvernance, sur les objectifs. On a fait un programme de travail sur une adaptation à plusieurs niveaux. On a parlé également du champ de l'application de l'article 7.14 de l'accord de Paris. L'adaptation à plusieurs niveaux est une discussion qui est aussi très importante et on parle également des cycles politiques qui est donc un élément clé. J'en arrive à la fin pour dire que l'année dernière à Sharm el-Sheikh, la décision numéro 4 a mis un vrai cadre sur l'adaptation qui a énormément de composantes alignées au cycle politique d'adaptation. Donc c'était très important pour voir comment on recherche cela, pour voir comment on peut les mettre en place avec ces objectifs nationaux, en particulier pour les pays en développement. On voit également en même temps qu'il y a eu énormément de thèmes différents. On a vu également qu'il y avait des approches euh, transsectorielles qui étaient une approche très importante. Et je pense que au niveau national, c'est inclus, mais pas au niveau international. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument continuer de travailler. Nous avons des propositions sur les approches à prendre basées sur les cycles politiques.
c'est quelque chose qui est assez succinct, mais qui est aussi très fort. Il y a également des approches qui viennent du haut vers le bas, qui veut dire que les qui viennent de l'international vers le national. Et on a également des systèmes et des cadres qui permettent la mise en œuvre des politiques. On a également l'opportunité de continuer ces perspectives. En ce qui concerne les rapports et les évaluations, il y a beaucoup de pays, et en particulier les pays en développement, qui demandent, qui ont besoin de rendre compte sur les composantes d'action. Pour finir ma présentation, je voulais retourner un petit peu sur ce soutien à l'ambition de la mise en œuvre nationale et collective, parce qu'il est très important de comprendre une composante nationale, transnationale et collective, parce que c'est une grande opportunité qu'on a au sein des processus internationaux. Et il est très important que les cycles politiques incluent cette approche collective. Nous devons également comprendre comment tous ces systèmes sont liés et comment tous les documents que nous avons vus avant sont liés à ce système et comment les dynamiques collectives ainsi que les ODD et ainsi que tous les objectifs internationaux ne doivent pas finir en 2023. Nous devons continuer de travailler pour apprendre, pour comprendre comment on peut développer des cadres qui pourraient nous permettre de travailler sur les prochains cycles pour pouvoir remplir les demandes de l'article 7.14. Je vais m'arrêter là et je voulais vraiment vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup Pilar pour votre intervention. Je vais continuer de parler en espagnol. Je voulais savoir si vous aviez des questions, si vous voulez poser des questions à notre oratrice. Donc la première question, c'est quelles sont les mesures spécifiques que vous recommanderiez à la jeunesse du Burkina Faso ou à la jeunesse en général pour qu'ils s'engagent dans l'adaptation au changement climatique et participer de manière active aux négociations climatiques. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, où est-ce que vous croyez que la jeunesse puisse jouer un vrai rôle dans l'adaptation au changement climatique, en particulier dans le sud mondial et au Moyen-Orient? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, au processus de participation, les négociations au sein des conventions ont un accès assez important, pas seulement pour les jeunes, mais pour toutes les parties prenantes en général. Il y a quand même beaucoup d'obstacles liés aux dynamiques des processus. Ce sont des négociations qui sont très politiques et parfois il est très difficile d'y accéder. Il y a également un manque d'organisation claire entre les parties. Est-ce que vous voulez que je
passe en anglais? Non, non, on parle en espagnol. On peut continuer à parler en espagnol. Pardon, ok, merci. Donc, comme je le disais, ces barrières, ces obstacles doivent être dépassés. Nous devons absolument s'assurer que tout le monde puisse participer, puisse avoir une place à la table des négociations. Et en même temps, les règles d'accès doivent être plus claires. Mais cependant, vu la situation actuelle, cela va être très difficile de les changer pour la COP28. Donc comment est-ce qu'on peut s'assurer de participer à la COP28? Ma suggestion serait de se concentrer sur un sujet. N'essayez pas de vous concentrer sur 50 ou 60 sujets. Cela sera trop difficile et vous n'arriverez pas à atteindre ces négociations pour chaque sujet. Je vous conseille donc de vous concentrer sur un sujet, d'étudier énormément, d'étudier les dynamiques actuelles et les dynamiques passées. En ce qui concerne l'adaptation, j'ai essayé de vous donner quelques conseils pour cela. En ce qui concerne les CGA, nous allons l'inclure dans notre agenda si jamais vous voulez suivre ce sujet en particulier. Nous aurons aussi des ateliers en fin de semaine, dimanche et lundi prochain, qui sont d'autres ateliers basés sur les CGST. Il y a également la fin des dialogues techniques sur l'adaptation en tant qu'organisation et en tant que jeune activiste. Vous pouvez également donner vos inquiétudes sur l'agenda, sur l'ordre du jour proposé. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est un débat constant. Et il est vrai que l'adaptation n'est encore pas représentée suffisamment et il faut vraiment en parler face à l'urgence actuelle. Il est donc très important pour nous que toutes les parties prenantes puissent avoir un siège à la table et je pense qu'il y a un message commun que nous pouvons envoyer à ce sujet. Je vous encourage également à m'envoyer un message. Si vous faites partie de la COP28, cela serait absolument génial de pouvoir discuter avec vous, de prendre un café avec vous, d'échanger des idées. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce serait un vrai plaisir. Donc vous recevrez mes détails par l'organisation et je serai là pour vous si vous avez besoin. Je vous encourage également de rejoindre les groupes nationaux pour discuter un petit peu avec les groupes de manière un peu informelle. J'ai fait cela avec les groupes en Amérique latine. Et c'est toujours un plaisir de discuter et de créer un peu un lien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos recommandations et pour votre présentation, Pilar. Nous partagerons exactement vos détails et votre contact dans nos mails, dans nos prochains mails. Et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Je vais donc donner la parole à Carlos pour continuer. Merci beaucoup. J'ai pris beaucoup de notes et j'aimerais vraiment qu'on soit beaucoup mieux connectés et qu'on soit accepté au sein de cette discussion et c'est pour cela qu'on a créé cet espace. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Slack. C'est très important pour nous que tout le monde soit connecté, que tout le monde puisse faire partie de cette discussion. On vous enverra le lien sur Zoom ainsi que sur le chat YouTube. Rejoignez-nous donc sur Slack et nous avons hâte de vous voir vous présenter ici. Merci beaucoup, Carlos. Nous sommes très heureux d'annoncer un partenariat avec Terra.do qui est une plateforme de formation
en ligne et qui a permis qui s'est engagé à avoir 100 millions de personnes qui travaillent sur le climat à la fin de la décennie. Donc c'est une plateforme, mais c'est aussi une communauté. Nous sommes très heureux d'avoir euh, accès aux formations Terra. Donc dans la prochaine semaine ou pendant les prochaines 10 jours, vous recevrez un mail de la part de Terra avec un mot de passe et un identifiant. Vous verrez également beaucoup de formations. Vous pourrez prendre des notes. Ça vous donnera accès à cette plateforme, donc vous pourrez apprendre énormément de choses là-dessus. Donc on espère que ce partenariat sera très utile pour vous et que vous pourrez apprendre énormément de choses. Nous sommes très heureux et merci beaucoup à Terra. Nous avons une activité et il s'agit d'un projet que j'ai lancé et l'idée était que, étant donné que nous avons fait étant beaucoup de recherches dans le domaine euh, scolaire sur les changements climatiques, nous essayons d'établir des relations, euh, des conversations relationnelles, peut-être avec vos frères, vos amis et tous ceux qui sont autour de vous. Alors, avant la COP26, nous avons établi cette plateforme pour avoir des conversations significatives sur le changement climatique et nous demandions aux personnes de s'enregistrer sur notre plateforme afin d'avoir des conversations et nous avons également effectué une campagne. Et si vous allez en bas, vous verrez que vous pourrez sélectionner l'option Youth Climate Training et vous aurez un ensemble d'aperçus venant du monde. Et vous aurez 2 semaines pour prendre une personne que vous connaissez et avoir une discussion avec la personne sur un aspect particulier. À présent, sans plus tarder, nous allons prendre une petite pause de 5 minutes. Allez dehors, regardez le soleil. J'espère qu'il y a du soleil là où vous vous trouvez. Allez prendre un peu d'air frais et vous pouvez revenir dans 5 minutes pour continuer. Merci.
Salut, chers amis, comment vous allez? Je suis heureux d'être ici avec vous et de partager cette session avec des invités de marque. Merci beaucoup, Joyce, pour ta présentation. Avant que je ne passe au prochain orateur et de lui passer la parole, nous faisons face à un défi majeur. D'ici 2030, comme vous le savez, il est estimé que 4 milliards de personnes sur cette planète vont vivre les conditions extrêmes des changements climatiques. Le temps, c'est maintenant et nous avons besoin d'agir maintenant et bâtir la résilience au sein de nos communautés. Nous devons travailler ensemble pour transformer les politiques. Nous savons ce dont nos communautés ont besoin. Nous avons juste besoin de travailler ensemble, mettre ensemble les ressources et de lancer des projets d'adaptation et s'assurer du suivi et du contrôle. Et en même temps, nous avons besoin de permettre une réponse efficace aux conditions météorologiques extrêmes. Il s'agit de sauver les vies, tout en considérant que nous, les jeunes, ne sommes pas uniquement des spectateurs, mais que nous faisons partie intégrante du processus de changement. Nous voulons nous rassurer que toutes les actions que nous entreprenions partout dans le monde se prennent forme. Alors, nous avons besoin de partager ce que nous apprenons avec les autres jeunes et les encourager à prendre action pour ce qui est besoin dans leur communauté. Alors, nous avons fait un partenariat avec le groupe de travail de Yongo pour avoir les meilleures pratiques en termes d'adaptation dans les initiatives menées par les jeunes. Et pour ces actions qui nous permettront de promouvoir l'adaptation et qui auront un impact. Nous avons un impact et nous avons besoin de travailler sur les données et avoir accès aux ressources plus et encore plus aux finances. Nous étudions, nous devons prendre soin de nos familles. Nous avons aussi également besoin de vivre notre jeunesse. Alors, nous avons besoin des mises en œuvre dans les universités et au niveau de l'État. Je vous invite, si vous connaissez les meilleures pratiques, si vous avez un projet d'adaptation que vous faites sur le terrain avec vos amis, bien vouloir nous aider à bâtir ce formulaire que nous allons partager par la suite. Pendant cette session, nous allons apprendre plus de la résilience et nous avons deux jeunes ici qui participent au niveau technique et qui sont présents ici pour nous parler de ce qu'ils font et pourquoi est-ce que ce qu'ils font est important. En premier lieu, nous allons présenter Francis Emeson, qui dirige les activités de, de mesure et qui travaille également dans le Centre climatique pour les résiliences en ce qui concerne les recherches. Nous avons également Juan Carlos, qui est un analyste des données ou des paramètres. Francis, je vais vous passer la parole. Il sera un peu en retard à cause des problèmes techniques. Je vous prie de m'excuser. Alors, je vais vous présenter Juan
Carlos Vanella que j'ai rencontré à l'Expo cette année. Il a une licence en sciences environnementales et il est également un analyste des paramètres. Il se focalise sur la gestion des déchets pour augmenter la sensibilisation sur les effets du changement climatique. Nous vous passons la parole. Merci beaucoup. Je voudrais prendre la parole en espagnol si ça ne vous dérange pas. Je voudrais également m'excuser au nom de Francis qui a des contraintes de temps. Alors, je vais vous présenter mon écran. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que vous pouvez tous voir mon écran? Merveilleux. Bienvenue à tous. Je vais faire une présentation sur la campagne de la résilience et je vais vous parler de ce que nous faisons pour la résilience. Je vais vous présenter notre cadre, c'est-à-dire le cadre que nous utilisons pour évaluer la résilience. Je m'appelle Juan Carlo Valera. Je suis un analyste de paramètres et je fais partie de l'équipe technique. Et voici l'un des points que je vais mentionner lors de ma présentation. Je vais parler de la résilience. Ensuite, je vais vous expliquer ce à quoi renvoie cette campagne pour la résilience. En troisième lieu, je vais mentionner certains de nos partenaires qui contribuent à cette campagne et également le cadre que nous utilisons pour nos activités. C'est quoi la résilience en premier lieu? Il existe plusieurs définitions de la résilience et plusieurs personnes le comprennent de façon différente et quel aspect prend-on en compte lorsqu'il s'agit de définir cette résilience? Cela signifie que le concept de résilience est très complexe. Il est également flexible. Sa définition peut être ajustée en fonction du contexte. Mais dans le contexte de la communication pour le climatisme et dans notre campagne, nous avons décidé d'adopter, autant pour moi, la définition proposée par les experts du climat. La définition du GIEC, qui est l'une des définitions les plus complètes et systémiques qui existent. Et selon ces définitions, la résilience, c'est la capacité des différents systèmes de faire face aux menaces relatives au changement climatique de manière à maintenir une identité, tout en maintenant le renforcement des capacités. C'est les activités de renforcement de capacité. Cela veut dire qu'il existe deux caractéristiques de la résilience. Premier lieu, la capacité à absorber les chocs et la capacité à faire face aux conséquences négatives pour ne pas faire face aux conséquences beaucoup plus poussées. Alors, il s'agit ici de la capacité de relance. Sur un autre plan, nous avons l'adaptation, la capacité d'adaptation qui est un ensemble de deux processus qui est la capacité d'apprendre de l'expérience ancienne, des erreurs commises par le passé et le processus de développement qui consiste à présenter des solutions pour anticiper les défis futurs. Les défis renvoient en fait à ces deux capacités qui peuvent être reflétées dans plusieurs aspects. Comme je l'ai dit plus tôt, ces deux aspects sont complémentaires et se complètent.
Alors, comme nous pouvons voir ici, ce concept est très complexe et la résilience a été définie de plusieurs manières au cours de l'histoire. Mais Holly, qui est un psychologiste des années 1970, a défini la résilience comme un complexe dans le système dans le système d'adaptation, comme la capacité d'absorber le changement et de pouvoir se maintenir. Un autre chercheur, Forkey, a parlé de la résilience dans les écosystèmes sociologiques, qui est la capacité de répondre, d'absorber, la capacité de créer la connaissance. Et ensuite, dans les années 2010, la résilience n'était pas uniquement définie comme une partie du système, mais le terme de la résilience est compris comme un processus au sein des institutions qui fait partie des politiques publiques. Alors, la résilience peut être compris comme une partie d'un système, comme un moyen d'étudier les systèmes, mais également comme une possibilité d'augmenter la résilience au sein des institutions. Cela dit, je vais présenter la campagne de la course à la résilience, qui consiste à augmenter la résilience dans différents secteurs en accélérant l'augmentation de la résilience au sein des systèmes comme partie intégrante des politiques publiques. Alors, je l'ai déjà mentionné plus tôt, 4 milliards de personnes euh, seront dans des situations, vivront des situations euh, euh, météorologiques extrêmes. Ils vivent déjà des conditions extrêmes et face à ceci, la communauté internationale se focalise sur l'atténuation d'une part et de la campagne net zéro d'autre part, comme vous savez, qui mentionne, euh, qui renvoie à la réduction des gaz à effet de serre et de l'autre côté, l'augmentation de la résilience. Les jeunes peuvent être des agents de changement pour augmenter la résilience. Et cette campagne consiste à apporter le changement pour les personnes et le climat, pour un monde résilient. Et d'ici 2030, nous planifions de catalyser les acteurs non nationaux et à prendre en compte des groupes et des communautés qui sont vulnérables. D'ici 2030, nous voulons une société où toutes les personnes peuvent faire face aux risques ou aux menaces causées par les changements climatiques. Cela a été lancé en janvier 2021 après la COP 26. Et cette campagne fait partie de plusieurs autres initiatives. Cette campagne est constituée de 36 initiatives dirigées par nos partenaires et plus de 1700 contributeurs. Nous avons également eu un cadre théorique que nous utilisons pour évaluer l'efficacité de la résilience et les différents engagements par les différents partis. Nous avons jusqu'ici pu atteindre 2,3 milliards de personnes. Alors, qui sont nos partenaires? Nous pouvons les voir sur notre écran, un ensemble de nos partenaires qui ont contribué à cette campagne. Et l'idée de ces partenaires est d'augmenter la résilience
mais pas uniquement cela. Nous prenons également en compte plusieurs autres variables. Nous avons divisé ces partenaires en deux groupes. L'un d'entre eux est ce que nous appelons des opérateurs, qui sont les opérateurs qui traitent directement avec la résilience et traitent des questions, c'est-à-dire des initiatives de résilience et travaillent avec des personnes et avec d'autres partenaires supplémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ces partenaires établissent des alliances avec des acteurs, autant pour moi, avec qui ils communiquent avec des systèmes gouvernementaux pour accentuer la résilience. Alors, ces partenaires ne s'engagent pas uniquement avec des activités directes, mais également travaillent en collaboration avec d'autres collaborateurs et communiquent également avec ces d'autres acteurs qui ne sont pas au courant de ce à quoi renvoie la résilience. Et lorsqu'ils travaillent de cette manière, cela génère davantage la résilience. Nous avons pu atteindre 175 pays pour être plus spécifique et c'est quelque chose dont nous sommes fiers et en particulier avec des initiatives telles en Inde et plusieurs autres pays. Nous avons également utilisé un explorateur de données qui nous permet d'explorer les données et de recueillir les données par région, par pays, et chaque personne peut y avoir accès. Vous pouvez vous rendre sur notre site web. Vous pouvez également chercher ce site web sur le lien et cliquer sur la toute première option qui se présente sur votre écran. Je vais également vous donner, vous, laisser un lien dans la boîte à dialogue. Alors, passons à présent au cadre. Le cadre théorique est d'une importance primordiale parce que j'ai dit que euh, le terme de la résilience est un concept très complexe. Alors, nous avons besoin de trouver une manière pour standardiser, normaliser la résilience. Alors, dans le cadre de cette campagne, nous avons utilisé cette théorie et nous avons pris un engagement et demandons à nos partenaires d'effectuer une étude d'évaluation des risques. Ils auront besoin de prendre des actions immédiates et ils ont besoin de publier les résultats ou les solutions. À cet effet, nous avons besoin de présenter une théorie de changement. 4 millions de personnes sont présentement résilients et pour euh, arriver à notre objectif, nous avons besoin de partie d'une approche qualitative et quantitative. En ce qui concerne les mesures qualitatives, nous utilisons cela pour voir de quelle manière nous augmentons la résilience et quels sont les aspects spécifiques que nous avons besoin de peaufiner pour augmenter la résilience. Nous avons deux paramètres qualitatifs et quantitatifs, comme nous pouvons le voir sur notre écran. Nous pouvons voir les différents bénéficiaires, les pays, les villes et les systèmes naturels. Nous comprenons que l'impact sur tous ces systèmes vont culminer en des impacts dans les communautés. Je voudrais également parler des attributs de la résilience
qui est vraiment important pour vous tous lorsqu'il s'agit de parler de la résilience. Nous avons un groupe d'experts dans le cadre de cette campagne et nous travaillons en étroite collaboration avec ces derniers pour organiser des travaux de groupe, de session. Nous collaborons entre nous et nous avons pu identifier sept attributs qui nous permettent de mieux comprendre la résilience. Je voudrais définir chacun d'entre eux de façon très brève. La capacité de planifier, la capacité euh, de diviser les plans de résilience, la capacité d'apprentissage qui renvoie l'apprentissage par expérience, l'apprentissage à partir des anciennes expériences et lors des ateliers, des programmes éducatifs, d'apprendre à partir des contributions des autres, des agences, qu'est-ce que l'agence a pu faire pour prendre des décisions. De façon indépendante, augmenter la résilience. Nous avons également l'autonomie qui est la capacité d'être autonome lorsqu'il s'agit d'augmenter la résilience. Comment les communautés prennent des décisions pour augmenter la résilience de l'autre côté. Nous avons la collaboration, la capacité de collaborer, de se connecter, les moyens de communication dans le système et le réseautage, la capacité de rester en contact avec les autres. Il y a une sorte de manque d'équilibre dans le système. Alors, nous avons besoin d'un certain équilibre pour faire face aux ressources financières, matérielles, les services sociaux et tout cela contribue également à la résilience. Grâce à ces attributs, nous avons pu avoir une carte des endroits où la résilience a été produite. Nous avons un aperçu de cette carte et tous nos partenaires peuvent avoir accès à cette carte. Et cela permet de comprendre à quel niveau est-ce qu'on a besoin de travailler davantage et augmenter la résilience à à chaque niveau précis. Nous avons besoin que nos stratégies de résilience soient plus effectives. Le dernier, mais non le moindre, nous nous assurons également que cette campagne soit en étroite ligne avec notre agenda d'adaptation. Nous comprenons que il doit y avoir la coopération et la coordination. Nous avons besoin de prendre en compte d'autres concepts. Alors, nous sommes ouverts à collaborer avec plusieurs autres acteurs. Je voudrais terminer ma présentation en invitant tout le monde à vous joindre à notre course à la résilience. Et si vous avez des questions, bien vouloir nous le faire savoir par email ou alors vous pouvez partir sur le site web de la campagne et avoir nos informations. Nous serons heureux et nous pourrons vous répondre le plus tôt possible. Merci beaucoup pour votre invitation. Je pense qu'il s'agit d'un merveilleux événement. Encore une fois de plus, je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup pour ta présentation. Nous avons beaucoup appris lors de ta présentation. Il y a un point essentiel, il s'agit de ces paramètres qui nous permettent de comprendre que la société civile, les gouvernements s'alignent dans le contexte de la résilience. Merci beaucoup de partager avec nous. Je voudrais appuyer le fait que
nous vous envoyons des courriels de suivi et cela nous permet de nous rassurer que vous discutez de ce que vous avez appris lors de cette session avec vos voisins ou vos amis. Vous pouvez partager ce que vous avez écrit et bien vouloir sélectionner e-climate training lorsque vous voulez entrer vos connaissances. Les personnes qui ont également des difficultés à nous joindre, si cela n'est pas possible de votre côté, vous pouvez également essayer encore et dans le cas contraire, attendre nos courriels de suivi. Alors, je vous rappelle que vous aurez une semaine pour voir N'oubliez pas que les vous aurez une semaine enregistrements. pour signaler votre présence à travers la fiche de présence. Et donc, on vous encourage à vraiment voir cet enregistrement, voir les enregistrements des versions traduites aussi, si vous le voulez. Nous Nous allons allons à passer présent passer au professeur à notre prochain orateur, le Okereke. professeur Chukwumerije Nous Okereke. sommes heureux de Nous vous sommes avoir très heureux ici de l'avoir ici avec nous. et nous sommes Le contents. professeur Okereke est professeur de climat mondial et de gouvernance environnementale et directeur du Centre pour le climat et le développement à l'Université fédérale Alex Ekwueme au Nigeria. Ses travaux sont consacrés à la compréhension de l'ensemble des politiques, des stratégies et des dispositions institutionnelles qui peuvent contribuer à lutter contre le changement climatique et la dégradation des ressources naturelles en Afrique. Il est l'auteur de plusieurs revues et rapports scientifiques sur l'élaboration des politiques environnementales, notamment en tant qu'auteur principal coordonnateur de l'introduction et du chapitre de cadrage de la R6 du GIEC et membre des cadres climatiques tels que le groupe d'experts de haut niveau sur l'innovation verte en Afrique. Alors malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour une session de questions-réponses avec le professeur Okereke parce que nous n'aurons pas suffisamment de temps. Mais merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, professeur. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez tous ma diapositive? Oui, ça fonctionne. Parfait. Alors, pour moi, ce serait très triste de ne pas avoir de questions parce que c'est normalement un échange pour moi. J'aime vous parler, mais avoir aussi l'occasion de vous entendre. Donc, je vais essayer d'être très bref, mais si nous n'arrivons pas à avoir le temps d'avoir cette session, vous pouvez m'envoyer des mails, évidemment. Vous recevrez mon mail de la part d'Alexis et je serai très heureux de pouvoir répondre à vos questions. Je voudrais me concentrer sur le problème de l'adaptation, sur l'enjeu de l'adaptation et ce que je pense que nous pourrons avoir à la COP28 et les sujets importants. Je vais voir si je peux également vous donner des pistes pour savoir quelles actions la jeunesse peut effectuer pour travailler sur l'adaptation lors de la COP28. Alors, la COP28 sera l'endroit où on conclura le premier bilan mondial, que l'on dit aussi GST, qui a été mandaté par la CNUC pour voir le chemin qui a été parcouru dans la lutte contre le changement climatique et pour atteindre les accords de Paris. Comme vous le savez, l'accord de Paris a 3 objectifs. Le premier, l'atténuation, le deuxième, l'adaptation et le troisième, de s'assurer que les financements sont alignés et qu'ils aident à atteindre les 2 premiers objectifs.
qui sont donc l'atténuation et l'adaptation. Mais évidemment, les pertes et dommages. Donc l'idée de cette COP28, c'est de savoir jusqu'où nous sommes allés, de tirer les bilans et savoir quelles actions sont encore nécessaires. Cependant, comme je l'ai suggéré, il ne suffit pas d'attendre la COP28 pour savoir où nous en sommes. Nous savons déjà que le monde est en train de déraper. Il y a 3 écarts très importants vis-à-vis du changement climatique. Le premier, c'est un manque d'ambition. Le deuxième, c'est un manque de mise en œuvre. Et le troisième, c'est un manque d'équité et de justice. Donc, il y a des vrais manquements dans ces 3 zones. Bien sûr, on va se concentrer sur l'adaptation aujourd'hui. Le dernier rapport du GIEC, du cycle d'évaluation AR6, donc des groupes de travail 1, 2 et 3, nous dresse un tableau saisissant du fait que nous voyons des risques planétaires de haut niveau qui ont des impacts énormes. Ces impacts affectent les populations les plus vulnérables autour du monde. Plus de 20 millions de personnes ont été évacuées et ont été forcées, déplacées à cause des tempêtes depuis 2008. Nous avons entre 32 et 132 millions de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté et la majorité d'entre elles sont liées au changement climatique. Nous avons entre 3,3 milliards et 3,6 milliards de personnes qui vivent dans des pays qui sont très vulnérables au changement climatique. Ces impacts sont des cyclones, des sécheresses, la faim, l'augmentation du niveau de la mer, des inondations, etc. Donc on se rend compte que le changement climatique est en réalité fondamentalement une question de justice. Car en réalité, la distribution des impacts du changement climatique est très inégale. Elle touche en majorité les personnes qui contribuent le moins au problème. Quelques personnes disent que les personnes les plus responsables du changement climatique passent la responsabilité, essayent de changer la responsabilité. On voit que les pays les plus développés mmh, les pays les plus développés dans les zones comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne sont 15 fois plus affectés par les effets du changement climatique. Donc on se rend compte que c'est bien plus haut dans les pays les plus pauvres que dans les pays les plus riches. Et en réalité, dans ces pays où il y a le plus de risques et où les gens sont les plus vulnérables, ce ne sont pas les meilleurs pour la mesure des données et des statistiques. Moi, je viens du Nigeria, par exemple, et l'année dernière, nous avons eu des événements comme nous avons eu des inondations et on attend encore maintenant, au jour d'aujourd'hui, une estimation de la part du gouvernement pour savoir combien nous avons perdu et à combien se chiffrent les pertes et les dommages. Mais en réalité, nous ne savons même pas précisément, nous avons seulement des estimations. Donc on se rend compte que dans les pays en développement, les statistiques ne sont pas disponibles.
lorsqu'on regarde les 10 pays les plus vulnérables, on se rend compte que la majorité d'entre eux font partie des pays les moins développés. La Sierra Leone, le Soudan du Sud, ce sont des pays qui sont déjà en train de souffrir le plus des conséquences du changement climatique et de l'injustice qui entoure ce changement climatique. En conséquence, j'aimerais dire que des actions urgentes sont nécessaires. Et ça doit être reflété par les gouvernements, par les objectifs et par les actions des gouvernements. Mais nous ne devrions pas seulement nous concentrer sur la COP, il y a des besoins d'action, d'adaptation dans d'autres plateformes organisées, comme par exemple au G7 ou au G20. Une partie du défi qui existe dans ces négociations internationales en ce qui concerne l'adaptation et l'atténuation, c'est qu'en réalité, on a tendance à se concentrer un petit peu plus sur l'atténuation que sur l'adaptation. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Parce que certains disent que l'adaptation, c'est une question nationale, locale, et que l'atténuation, c'est quelque chose mondial. Et ça, je ne suis pas d'accord. L'adaptation, c'est quelque chose de mondial, tout comme l'atténuation. Donc, il y a 4 zones sur lesquelles on pourrait se concentrer et que nous aimerions mettre en valeur à la COP28. La première, c'est qu'il faut absolument que les pays euh, fassent des progrès dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux de l'adaptation. Ensuite, il faut s'assurer que des financements prévisibles pour l'adaptation sont équivalents aux besoins des pays en développement. Le troisième est que les pays ont besoin d'accélérer la préparation et la mise en œuvre des plans d'adaptation nationaux et de la communication sur l'adaptation. Et enfin, il faut mieux comprendre les risques de l'adaptation et les coûts mondiaux. Je vais vous parler de ces 4 zones assez rapidement et on verra si on aura le temps pour des questions-réponses. D'abord, l'objectif mondial sur l'adaptation. Nous voyons que c'est un défi parce qu'il n'y a pas d'objectif clair. Nous pourrions parler des quantités d'émissions, mais en réalité, l'objectif sur l'adaptation n'est pas très clair. Donc, le groupe de négociateurs africains, avec leurs partenaires et leurs amis, ont essayé de demander un vrai objectif tangible. Et nous avons vraiment fait des progrès là-dessus. Donc, l'action sur l'adaptation a continué d'être en retard par rapport à l'action sur l'atténuation. Et donc, l'idée, une étape importante que les parties pourraient faire, serait d'augmenter euh, cet objectif, de se concentrer sur l'adaptation. Et nous avons donc besoin euh, de progresser sur l'information, sur les données, pour pallier à ces manquements dont je vous ai parlé avant. Il faut également avoir des vrais processus pour et les mettre en œuvre. Et nous devons absolument faire des progrès sur la mise en œuvre.
Il est très clair maintenant que nous raterons l'objectif de température. Il faut absolument que nous définissions notre objectif d'adaptation désormais. Il faut absolument se concentrer sur l'adaptation et s'assurer que nous alignons cet objectif avec la réalité de l'augmentation des températures. Il faut également que nous nous concentrions sur la compréhension de l'adaptation et de ce que cela veut dire. Et nous pouvons demander aux parties d'établir, de créer des rapports pour pouvoir avoir une vraie vision de ce que nous pouvons faire. En ce qui concerne les plans d'action nationaux sur l'adaptation, ils jouent un rôle très important en ce qui concerne la compréhension et la mise en œuvre de l'action sur l'adaptation. Ils permettent de montrer et de comprendre les situations de chaque pays, le renforcement des capacités, les situations actuelles. Nous avons également beaucoup de progrès à faire. Il y a très peu de pays qui arrivent à mettre en œuvre ces plans nationaux. L'un des défis principaux, c'est que les pays qui sont en train de les mettre en place attendent de l'argent, attendent des financements pour pouvoir créer ces plans, alors que les pays développés attendent que les plans soient créés pour pouvoir financer. Donc il faut vraiment trouver une manière de mieux fonctionner vis-à-vis du financement. Il faut également se concentrer sur le problème des données et de savoir si elles sont fiables. Il faut absolument avoir des données sur des questions humaines, des questions de genre et et faire des évaluations de vulnérabilité. Il faut absolument faire un suivi pour ces actions faisables dans tous les secteurs de la société. Il nous faut absolument de la clarté et savoir quelles sont les meilleures pratiques. Le problème du financement sur l'adaptation, c'est que c'est le plus gros défi actuel. Il faut savoir que les pays en développement auraient besoin de 200 000 milliards de dollars et en ce moment, ils reçoivent à peine 35 000 milliards de dollars. Il faut garder évidemment notre budget pour l'atténuation, mais le problème, c'est qu'il y a un écart tellement important entre le financement dédié à l'atténuation et le financement dédié à l'adaptation. Le financement est donc une question urgente pour soutenir les pays en développement, pour développer leurs plans d'action nationaux. Il faut doubler le financement de l'adaptation. Il faut atteindre une égalité de financement et il faut s'assurer que les processus d'accès sont disponibles et ne sont pas trop difficiles d'atteinte à tel point qu'ils empêcheraient les pays les plus pauvres d'avoir accès à un soutien tel. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que j'ai encore quelques secondes pour quelques questions-réponses. Mais comme je vous l'ai dit, si jamais on n'a pas le temps, je vous laisserai mon adresse mail et j'attends d'entendre de vos nouvelles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et en effet, nous avons le temps de vous poser au moins une question. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Est-ce que vous pensez que ces plans, ces bilans mondiaux sont contraignants, suffisamment contraignants? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place? Alors, pardon, Alors, est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pensez que les bilans mondiaux fournissent un mécanisme contraignant pour l'action climatique en ce qui concerne la justice climatique? Alors non, la réponse est non. Ce n'est pas contraignant et c'est un vrai défi pour la diplomatie internationale et pour ces conférences des parties. C'est qu'il est très difficile d'atteindre quelque chose qui soit très contraignant parce que nous vivons dans dans une société où il n'y a pas de pouvoir supranational qui pourrait imposer quelque chose à tous les pays. Donc, il faut savoir que ces négociations ne seront jamais contraignantes. Il faut réussir à réduire les écarts qui existent, à pallier aux manquements qui existent. Et en faisant cela, nous pourrons donner à la jeunesse et au gouvernement des clés très importantes, des instruments très importants pour pouvoir agir et faire pression sur les gouvernements pour en faire plus. Et j'espère qu'on pourra atteindre ce moment où on pourra plaidoyer pour plus d'actions. Merci. Merci beaucoup. Nous avons également une autre question parce que nous avons un petit peu de temps. En ce qui concerne le financement, qu'est-ce qu'on peut faire? En général, on se concentre souvent sur le secteur public, les gouvernements, mais quel est le rôle du secteur privé dans le fait de combler ces manquements? Eh bien, en réalité, le secteur privé est très important. En réalité, il y a des infrastructures, des économies qui sont gérées par le secteur privé. Imaginez par exemple, dans mon pays, nous avons des entreprises qui sont très riches et mais qui sont très vulnérables à l'augmentation du niveau de la mer. Le défi serait donc de leur dire de mettre de l'argent dans l'adaptation, mais en réalité, ils demandent plus de transparence et de clarté. Donc nous attendons des annonces de leur part, nous attendons de la transparence. Il y a énormément de travail à faire pour mobiliser le secteur privé, qui doit travailler avec nous sur ce travail d'adaptation. Et il y a énormément de choses qu'on pourrait faire. On pourrait mettre des amendes, on pourrait penser à énormément de solutions pour impliquer le secteur privé s'ils ne le font pas volontairement. Merci beaucoup, je suis complètement d'accord. Je pense qu'on peut conclure cette session. Merci beaucoup. Avant de partir, merci beaucoup, professeur Okereke. Mais pour nos participants, n'oubliez pas de partager avec nous comment vous vous sentez, comment vous avez vécu cette session grâce à nos réseaux sociaux. Nous avons Twitter, LinkedIn et Instagram et où nous aurons une session en direct dans quelques instants. Donc, rejoignez-nous si vous le voulez, si vous avez le temps. Et n'oubliez pas également de prendre ce cadre, ce filtre de notre 3e session
Nous avons un cadre, un filtre vraiment très beau et vous pouvez scanner ce QR code et nous identifier dans vos publications. N'oubliez pas notre prochaine session sur l'atténuation. Nous allons parler des émissions de gaz à effet de serre. Nous allons revoir les structures et les organisations de 3 à 4 régions avant d'examiner l'importance des objectifs nationaux. Nous parlerons également d'une transition juste et équitable en ce qui concerne l'Afrique du Sud et comment la pauvreté énergétique jouera un rôle dans cette transition. Merci beaucoup à tout le monde pour cette session aujourd'hui. Merci aux panélistes, merci à nos fondateurs, à nos bailleurs de fonds. Merci à vous, la jeunesse qui va lancer ce changement dans la lutte climatique. Merci et on vous retrouve bientôt.